Bien, eh bien, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Donc, polyurie, polydipsie d'apparition brutale chez une patiente de 54 ans. Ah, tu es resté anonyme. Il faudra que tu te présentes alors, hein. C'est comment encore ton nom? Bentoumi. D'accord, OK. Donc, qui est candidat spécialiste chez nous en médecine interne. Bon, le cas qu'elle va présenter est un cas de son ancien stage, mais dans une très bonne institution également, donc il n'y a pas de problème. Bien, mais tu peux commencer. Oui. Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous parler d'un cas de polyurie polydipsie chez une patiente de 54 ans que nous allons appeler Madame B. Elle se présente en consultation avec comme principale plainte une polyurie. Elle urine plus de 10 fois par jour, accompagnée d'une polydipsie, plus de 5 litres d'eau par jour. Elle est extrêmement fatiguée par cette situation. À l'anamnèse systématique, nous n'avons pas grand-chose à part des douleurs, des palpitations, pardon, qu'elle a depuis 2018 et une perte de poids qu'elle estime à 4 kilos en un mois, mais qu'elle inclut aussi dans un contexte de régime. Parmi ses antécédents, donc, on retrouve les palpitations, le diabète de type 2 qui est traité par metformine et une hypothyroïdie qui a été diagnostiquée en 2022, dont l'étiologie n'avait pas été investiguée à ce moment-là, substituée par L-thyroxine. Elle est technicienne de surface, n'a pas voyagé récemment, vit seule, n'a pas été en contact avec des animaux domestiques ou autres et n'a pas d'assitude particulière. Donc, les paramètres, lors de la consultation étaient tout à fait rassurants. À l'examen clinique, on a une patiente qui est normohydratée, qui présente tout de même plusieurs ganglions inguinaux et axillaires, plutôt centimétriques, hormis un ganglion un peu plus imposant au niveau inguinal gauche, indolore à la palpation. Rien d'autre à l'examen. Voilà. La polyurie est donc la principale plainte de notre patiente et nous avons débuté notre raisonnement par là. On distingue deux types de polyurie, les polyuries osmotiques qui sont généralement liées à un diabète sucré décompensé, et les polyuries non osmotiques qu'on appelle aussi hypotoniques. L'osmolalité urinaire est alors inférieure à 300 milliosmoles par kilo et le diagnostic différentiel comporte principalement le diabète insipide central, le diabète insipide rénal et la polydipsie primaire qu'on appelle aussi potomanie. Une biologie, de base qui ne montre, pas grand-chose d'anormal au fait, pas d'anémie, pas de syndrome inflammatoire, la fonction rénale est tout à fait correcte et le diabète est très bien contrôlé. Nous décidons donc d'hospitaliser cette patiente afin de creuser un petit peu plus, la question et nous commençons avec une récolte d'urine de 24 heures et effectivement le volume récolté est de 6 000 litres avec une osmolalité de 200 milliosmoles par kilo qui confirme la polyurie hypotonique. On est donc dans ce cas de figure où l'on va rechercher un diabète insipide central, un diabète insipide rénal ou une potomanie. Quelques mots sur le diabète insipide central, sur le diabète insipide tout court qu'on, appelle diabète déficience en arginine vasopressine maintenant. Le nom a changé. On le définit comme une incapacité à retenir l'eau libre. Le diabète insipide central est dû à une carence en arginine vasopressine, qui est également appelée hormone de croissance. Le diabète insipide antidiurétique, pardon, excusez-moi, hormone antidiurétique ADH et le diabète insipide rénal qui est lié à une résistance du rein à l'ADH. Les symptômes les plus courants sont, ceux que l'on a retrouvés chez notre patiente, à savoir une polyurie hypotonique et une polydipsie. Peut-être juste Oui. micro-commentaire de sémantique. En fait, c'est intéressant de voir que cette hormone porte deux noms, vasopressine, hormone antidiurétique. Et donc, vasopressine fait référence à son effet sur les récepteurs V1. Et donc, c'est un agent vasoconstricteur très puissant. Et puis, l'hormone antidiurétique fait référence à son action V2 qui nous intéresse ici, Oui. d'où les deux noms. Effectivement, l'ADH est produite au niveau des noyaux supraortiques. C'est vrai que je pensais que ça donnerait un petit peu plus grand. Mais donc on les voit au niveau hypothalamique. On voit effectivement qu'elle est acheminée jusqu'à l'hypophyse postérieure et qu'elle va agir au niveau des reins et principalement au niveau des tubes, uniquement au niveau des tubes collecteurs où elle va permettre la réabsorption de l'eau. Voilà, sur une IRM, pondérée en T1, les granules de vasopressine qui sont stockés au niveau de l'hypophyse postérieure vont apparaître avec une hyperintensité comme on peut
sais pas si je peux ah bah, voilà. Avec la souris, on peut l'observer ici, cette hyperintensité que l'on voit là. Les diagnostics différentiels des diabètes insipides. Dans le cas du diabète insipide central, on a des causes congénitales qui sont moins fréquentes, 6 à 10 des causes acquises qui sont les causes les plus fréquentes, les causes post-opératoires, les traumatismes crâniens principalement, les tumeurs hypothalamo-hypophysaires dont la plus fréquente est le crânio-pharyngiome, les hypophysites infiltratives, inflammatoires, auto-immunes, quelques causes infectieuses comme la tuberculose, quelques causes vasculaires également et toxiques, c'est généralement plutôt l'éthanol qu'on va rencontrer, et des causes idiopathiques qui représentent tout de même 30 à 50 des cas. Concernant le diabète insipide rénal, de nouveau, on retrouve des causes congénitales, des causes acquises, principalement des troubles métaboliques, hypocalémie, hypercalcémie, des causes médicamenteuses comme le lithium et des pathologies rénales infiltratives ou obstructives. On a donc toujours à ce stade nos 3 diagnostics différentiels probables. Pour les départager, on va réaliser un test de restriction hydrique. Il se déroule comme suit. Donc, notre patient arrête de boire à partir de minuit et nous surveillons son osmolalité plasmatique et urinaire toutes les heures, jusqu'à midi pour la première partie du test et après injection de desmopressine toutes les demi-heures jusqu'à 14 heures. Peut-être juste par rapport à la sécurité du test, Oui, bon, peut-être Brice fera un commentaire là-dessus. Euh, il est recommandé de suivre le poids même durant la nuit, oui, parce que, bon, dans des diabètes insipides particulièrement sévères, ne pas avoir le l'hypovolémie. patient peut se trouver dans une Mm, situation où sa tension chute et puis elle se retrouve à l'usine. Donc, il y a mm, une surveillance de nuit qui est quand même fort utile de ce point de vue-là. voilà. Donc, pour essayer de comprendre les résultats que peuvent nous apporter un tel test, on a ce tableau qui, je trouve, est plutôt bien fait. Chez une personne qui ne présente pas de diabète insipide ni de potomanie, après une période de restriction hydrique, on aura une osmolalité urinaire qui est très élevée, puisque les urines seront alors à ce moment-là très concentrées. Dans le cas des polydipsies psychogènes, elles sont élevées, mais dans une moindre mesure. En revanche, chez un patient atteint de diabète insipide, qu'il soit central ou rénale, l'osmolalité urinaire est très basse. Lorsqu'on ajoute, cette augmentation de cette injection de vasopressine dans la deuxième phase du test, on peut alors distinguer les diabètes insipides centraux des diabètes insipides rénaux, puisque chez un patient qui présente un diabète insipide central, la desmopressine va permettre d'augmenter très fortement l'osmolalité urinaire jusqu'à plus de 100 alors que chez le patient qui présente un diabète insipide rénal, l'injection de desmopressine ne permettra pas d'augmenter l'osmolalité urinaire puisque le rein présente une résistance à l'ADH. Voici les résultats du test de restriction hydrique que nous avons obtenu chez Madame B. On observe bien que dans la première partie du test, l'osmolalité plasmatique est supérieure à l'osmolalité urinaire et dès l'injection de la desmopressine, on a ce bond qu'on voit très clairement. L'osmolalité urinaire passe de 220 à plus de 550 milliosmoles par kilo. On est dans cette optique de diagnostic de diabète insipide central avec une augmentation de plus de 100 de l'osmolalité urinaire après l'injection de vasopressine. Voilà. Le traitement donc de ce diabète, c'est la desmopressine qui va mimer l'action de l'hormone antidiurétique et je peux déjà vous dire que la patiente a très bien évolué sous traitement. On l'a débuté durant l'hospitalisation afin de pouvoir, adapter la posologie, parce qu'il y a un risque effectivement d'hyponatrémie quand on débute ces traitements-là. Ça a été, très bien supporté par la patiente. Oui, je voulais juste dire, je ne connais pas la patiente, mais tu me l'as présentée. Oui, Elle part déjà d'une osmolalité très élevée, à oui. 300 milliosmoles par litre. Donc, elle a probablement déjà une hypernatrémie au départ de environ 148, 150. Avec une osmolalité basse, tu as déjà un diagnostic à ce moment-là. Et je ne suis pas sûre que la restriction hydrique apporte quelque chose. On aurait pu injecter la desmopressine tout de suite parce qu'elle avait les critères. Je vais faire une remarque là-dessus, sur la biologie qu'elle est montrée avant, sa biologie d'entrée. Enfin, c'était pas au moment du test, elle avait 141 natrémie. Et donc,
vraiment un truc assez quelconque en plein milieu. Donc, effectivement, on peut déjà avoir une idée sur base de la natrémie de départ. Généralement, dans les diabètes insipides, la natrémie est normale, mais tape vers le haut, alors que chez les potomanes, elle tape vers le bas. Mais ici, difficile sur le 141 de décider. De fait, si la patiente a 147 de natrémie avec une osmolalité urinaire basse, on ne doit pas faire de test de déshydratation. Donc maintenant, il faut voir aussi dans l'hôpital en question, est-ce qu'il mesure directement l'osmolalité? La mesure de l'osmolalité plasmatique est quelque chose de pas simple. Donc c'est extrêmement délicat. D'ailleurs, ici, on n'a pas, c'est une osmolalité calculée qu'on a au niveau à la fois du sang et de l'urine, ce qui suffit dans la pratique quotidienne. Mais donc, il faudrait voir un petit peu si le osmomètre n'était pas un petit peu déréglé. Et finalement, c'est peut-être plus sûr de suivre l'anatrémie que l'osmolalité. Même du point de vue du concept, l'osmolalité est plus intéressante. Mais à ce stade-ci, est-ce que quelqu'un sait déjà ce que la patiente a comme diagnostic quant à son diabète insipide central? Jean, tu as une idée? Oh, mais j'aimerais quand même avoir un petit peu d'imagerie de son cerveau, déjà, quand même. OK. Ouais, c'est sûrement. Ça me paraît un. Puisqu'on sait maintenant que c'est central, on peut poser la question. Attends, Les ganglions posent problème. les ganglions posent problème. Ah, Elle est truffée de ganglions, apparemment, cette dame. bon, en tout cas, elle en a au niveau axillaire et inguinal. Bah oui, Et alors? investiguer. D'accord. Tu as une idée? Tu as une idée plus précise? Non. OK, d'accord. T'oses pas? OK. Qui ose? Personne n'ose? Un lymphome? Bah, Un lymphome? Lymphome, ça peut tout donner. OK. Bon, allez, on avance. Donc, on reprend alors nos diagnostics différentiels de diabète insipide central. Et effectivement, voilà, docteur Gérin, votre IRM de l'hypophyse, qui chez notre patiente, j'ai repris l'image que je vous avais montrée pour, à titre de comparaison. Chez notre patiente, il y a une absence de l'hypersignal que l'on retrouve habituellement au niveau de la post-hypophyse. La tige pituitaire est également décrite par le radiologue comme fine. Tout ça est assez typique d'un diabète insipide d'origine centrale, mais il ne décrit pas d'autres lésions, notamment pas de lésions infiltratives ou autres. Qui, qui est-ce qui voulait une imagerie? Ah, c'est toi, Jean. Ben voilà, tu as l'imagerie. Oui, voilà, ça va pas beaucoup plus loin. mais- D'accord. Bon. OK. Oui, Ah, oui. tout à Oui. fait. Oui. Donc, on poursuit avec une biologie un petit peu plus précise. On a du coup envie de tester nos autres axes, notamment nos axes antéhypophysaires. Et les dosages hormonaux restent dans les normes, hormis quand même une prolactine qui est limite supérieure. Une électrophorèse des protéines sans particularité, les FAN, les ANCA, IgG4 normaux, sérologie hépatite, VIH, syphilis, toxo négative. On fait un dosage d'ACE qui est également considéré, si on tient compte des normes comme bas, 48 unités par litre, et le quantiféron est négatif. Pour rappel, effectivement, notre biologie de base ne montrait pas de syndrome inflammatoire, pas de troubles ioniques non plus. Et nous avions, comme vous l'avez rappelé, ces ganglions inguinaux et axillaires qui peuvent nous aider et nous orienter quant au diagnostic. Voilà. À ce stade-là, les diagnostics différentiels que l'on a exclus, effectivement, le diabète insipide central d'origine congénitale qui ne collait pas avec les antécédents personnels et familiaux de la patiente. Les causes acquises post-opératoires et traumatiques, peu probables, ça ne va pas non plus. Les tumeurs et les métastases, on n'en a pas objectivé à l'imagerie. On garde les diagnostics différentiels d'hypophysite infiltrative et auto-immune. La tuberculose ne peut pas être exclue non plus à ce stade-là, et bien entendu les causes idiopathiques qui demeurent. Oui, il y avait quand même il y avait un quantiféron négatif quand même, hein. Il y a Bon. un Si quantiféron on aurait aimé effectivement peut-être avoir négatif. un IGRA, Oui. bon, elle n'a pas l'air d'être, en tout cas, il n'y a pas d'indice qu'elle serait immunodéprimée, Non, donc a priori, on peut faire non, confiance au au quantiféron. quantiféron. Voilà, et donc on a poursuivi avec un PET scan. Et là, effectivement, elle est, comme vous disiez, truffée de ganglions. On a de multiples adénopathies au niveau, certes, inguinal et axillaire, mais aussi cervical, hilaire, le long des artères iliaques. Et on retrouve ce ganglion assez proéminent que l'on avait palpé à l'examen clinique.
et qu'on va aller d'ailleurs biopsier pour avoir un peu plus Et sa d'informations. rate qui Et est sa à rate la qui fois permet hétérogène et d'évaluer. fort Tout à fait, hypercaptante, hein. tout à fait. La biopsie du ganglion inguinal, voilà ce que ça donne. L'anatomopathologiste nous décrit la présence de granulomes, pas de nécrose. On n'a pas d'argument pour la présence de filaments mycéliens ou de bactéries, pas de bacilles de type mycobactère, pas d'argument pour une malignité, et le tout est très évocateur d'une sarcoïdose. Voilà, on retient donc le diagnostic de diabète insipide central dans un contexte de sarcoïdose, dont je vais vous parler également très rapidement. On la connaît bien, la sarcoïdose, c'est une maladie auto-inflammatoire multisystémique qui se caractérise, comme on l'a vu, par des granulomes non caséeux. Les principales formes, en tout cas les formes les plus fréquentes, sont les formes pulmonaires, les atteintes du système lymphatique. Les manifestations neuroendocriniennes sont, elles, très rares, moins de 5% des cas. Voilà. À ce stade-là, on a une patiente de 54 ans qui présente un diabète insipide central que l'on a très bien traité ou en tout cas qu'on a substitué, avec une sarcoïdose qui comporte également une atteinte ganglionnaire. La question, c'est de savoir si l'on débute Peut-être le traitement. juste, Oui. juste mini remarque. Je voudrais pas dire que c'est auto-inflammatoire. Oui. Moi, on va pas rentrer dans le détail des perturbations immunitaires dans la sarcoïdose. Bon, est-ce que c'est plutôt TH1? Est-ce que c'est un petit peu TH2 à certains égards? On pourra peut-être en discuter plus loin. Mais parce que de l'auto-inflammatoire, on s'attendrait à ce qu'il y ait beaucoup de CRP, etc., quoi, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, question, est-ce qu'il faut traiter cette sarcoïdose? Donc, en clair, elle a des ganglions, il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, Non. pas d'atteinte cardiaque, pas d'infiltration visible au niveau du cerveau. Mathieu, est-ce qu'il faut traiter? Oui, moi je traiterais. Mais c'est sûr que sa tige n'est pas un peu épaissie ou... Brigitte qui a regardé, on n'a vu qu'une image. Brigitte. Mais je n'ai vu qu'une image et bon, je trouve pas que cette tige est atrophique. Je trouve qu'elle est bien visible, mais je n'ai pas vu toutes les images, donc je n'ose pas m'avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut traiter cette femme avec du mini-rein. Oui, Ça, oui, c'est clair et oui. certain, elle doit avoir de la desmopressine. Quant à traiter la sarcoïdose, la fonction pulmonaire est normale ou pas? Oui. Elle est tout à fait normale. Oui, j'en parle un petit peu plus loin, mais effectivement, on a essayé d'exclure d'autres atteintes organiques de la sarcoïdose. Les EFR étaient effectivement normaux, l'examen ophtalmologique normal également. Mais moi je trouve... Brigitte donne du mini-rein. Est-ce que tu ajoutes quelque chose? J'aurais quand même envie de voir si le diabète insipide s'en va avec le médrol. OK. Et donc, tu dis, OK. Bon, ceci dit, du point de vue effet secondaire, le mini-rein est plus insipide que le médrol, hein, parce que... OK, mais donc, tu donnerais une chance de voir solutionner toute la problématique avec un traitement. OK, on peut mettre ça dans le panier des discussions. Alors, Jean-Pierre, toi qui étais attiré par les ganglions, Je tu pensais avais aussi à la raison. Non, je pensais à la sarcoïdose aussi. Ah, Mais je partagerais l'idée de traiter par des mini-reins d'abord. mini-rein d'abord, et puis Tranquillité. tranquillité, et puis on voit. Alors, je sais pas, qui veut mettre du médrol? Médrol? Non, je ne crois pas. Je pense que la relation de cause à effet n'est pas si évidente. Ah, tu penses qu'il pourrait y avoir... Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, tu penses qu'il pourrait y avoir la conjonction d'une sarcoïdose, on va dire asymptomatique sur le plan général, plus un diabète insipide idiopathique. OK. Euh, le principe de parcimonie est peut-être un petit peu pris en défaut, ça ne te gêne pas trop? Il y a des exceptions à tout. Il y a des exceptions. OK. Bon, Mhm. why not? En ce qui concerne la tige pituitaire, on aurait voulu avoir la mesure, mais en tout cas, elles ne sont pas en tout cas élargies. Cette tige Non. pituitaire est soit normale, soit peut-être un petit peu mince, ce qui est un peu curieux, mais enfin, je crois que tu vas en discuter.
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne voit pas ce spot. Il n'y a pas d'hormone antidiurétique, en tout cas, au niveau d'hypophyse postérieure. Bon, ça, on se doutait déjà qu'il y avait un souci de ce côté-là. On a des situations, mais elles sont assez exceptionnelles, où on peut continuer à avoir un spot, mais c'est une vasopressine qui reste liée sous forme multimère avec la coeptine, la neurophysine, etc. Et donc, il y a des déficits qui empêchent la libération de la vasopressine elle-même. Et donc là, on peut voir un spot. Mais ça, c'est des cas qui sont quand même très, très rares, hein. Ouais. Voilà. J'ai donc été rechercher la réponse à cette question dans la littérature, notamment dans les revues pardon, qui traitent des indications de traitement de la sarcoïdose. Cette revue, oui, cette revue de médecine interne qui a publié en 2022, si je ne me trompe pas, un article résumant les recommandations de l'ERS pour le traitement de la sarcoïdose. Par exemple, dans des formes pulmonaires, on va s'intéresser à l'atteinte, à l'atteinte importante ou pas, et la symptomatologie importante ou pas pour décider. Chez les patients qui présentent une neurosarcoïdose, ce qui nous intéresse, il recommande tout de même de débuter un traitement par corticothérapie. La recommandation est jugée forte et le niveau de preuve faible. De nouveau, un autre article reprenant les indications de traitement de la sarcoïdose par atteinte organique. Alors, on a les atteintes cardiaques, neurologiques tout en haut et qui généralement nécessitent un traitement par corticoïde. Voilà, les examens complémentaires que l'on a fait pour exclure d'autres atteintes, je vous en ai déjà parlé. Et donc, de nouveau, au vu de ces éléments, est-ce qu'on irait vers un traitement de la sarcoïdose, j'entends? Ouais. Bon, maintenant, la question, et non, si on dit que la question, est-ce que c'est une neurosarcoïdose? Puisque là, on disait neurosarcoïdose en trait, donc la question est, est-ce que c'est une neurosarcoïdose? Oui, enfin, d'habitude, lorsqu'il y a un infiltrat par la sarcoïdose au système neurologique, tu vois un infiltrat inflammatoire, souvent situé soit supracellaire au niveau de l'hypothalamus, ou, mais plutôt exceptionnel, en intracellaire, ce que cette patiente n'avait pas. Non. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a un infiltrat par une sarcoïdose au niveau du système nerveux central. Mais il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Voilà, j'ai peut-être manqué, enfin, j'ai manqué le début de l'exposé. Comment était le PET scan? Le PET scan montrait de multiples ganglions. Je peux vous remontrer les images. Oui. Voilà. Multiples Oui, ganglions, biopsie en inguinale, il y a des granulomes non nécrotiques, tout à fait. et tout le reste est assez banal en ce qui concerne la sarcoïdose. Il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, il n'y a pas d'atteinte cardiaque, il n'y a Oui. pas d'atteinte oculaire, et Ok. donc il n'y a que des Il y a- ganglions, et au niveau de l'IRM cérébral, on ne voit pas d'infiltrat. Non. Et donc, il n'y a pas d'atteinte d'organes, finalement. Il n'y a pas Non. d'atteinte, D'organes. et il n'y a pas d'atteinte Pulmonaire, cardiaque. Exact, J'ai exact, vu, d'accord. exact. Bon, donc, je vais juste donner mon avis. Moi, je ne donnerais pas une corticothérapie à ce stade-ci. Mhm. OK. Bon, mais ça pense. Bon, à part Mathieu qui est isolé là pour le moment, les autres ne donnent pas. OK. Bien. Voilà. Effectivement, nous nous sommes également interrogés sur ce terme de neurosarcoïdose, à savoir si notre patiente pouvait entrer dans ce contexte de neurosarcoïdose. Cet article qui a été publié en 2022, je pense bien, en 2023, pardon, euh, a essayé de rechercher les différentes formes de neurosarcoïdose qu'on pouvait retrouver et alors décrire les symptômes qui s'y rapportaient. Dans la majorité des cas, c'est des patients qui présentaient des pachyméningites, des leptoméningites, certaines atteintes des nerfs crâniens et on retrouve en toute fin de liste les atteintes hypothalamo-hypophysaires tout de même. Il s'est également intéressé aux indications de traiter ces patients en concluant dans la majorité des cas, la nécessité d'introduire un traitement par corticoïde. En revanche, mention particulière pour les atteintes hypothalamo-hypophysaires, le traitement ne semble pas réhabiliter la fonction neuroendocrinienne.
Oui, et ça reste de nouveau un petit peu ambigu parce que Ouais. dans toutes alors les 5 premiers, on parle finalement euh, d'une infiltration, Oui. et puis après, on parle d'une atteinte comme si c'était plutôt quelque chose de fonctionnel. Donc, on mélange dans ce tableau-là du fonctionnel et de l'anatomique. Et donc, on ne On ne sort sait pas plus trop. de l'ambiguïté dont on aimerait sortir, à savoir, est-ce que quand on a une atteinte hypothalamo-hypophysaire, est-ce qu'on peut dire que c'est une neurosarcoïdose? Probablement oui, parce que dans la majorité des cas, comme l'a dit Brigitte, on voit quelque chose, on voit du tissu malade au niveau des zones hypothalamiques en particulier. Voilà. Enfin, la remarque de la référence 15, là, en disant que quand on se trouve dans une situation telle que celle-là, les affaires sont cuites et on ne récupère pas la fonction endocrinienne dans la grande majorité des cas. Ça, c'était par rapport à la réponse de Mathieu. Donc, avec cet élément-là, on n'a pas tellement, en tout cas, envie de traiter dans une situation comme celle-ci, sauf si on a des lésions qui sont des lésions véritablement destructrices et qui donneraient une symptomatologie liée à l'atteinte cérébrale, mais on n'est pas du tout dans cette situation-là. Tout à Mathieu, fait. deuxième chance. Mais j'ai loupé. Elle était malade depuis quand? La polyurie polydipsie? 2 semaines. C'est rapide pour détruire toute une tige. Peut-être qu'elle était dans les répondeurs, elle. OK, donc on a. Alors, ça, c'est un point qui est vraiment important. Alors, je ne me souviens plus si c'était dans la référence 15 que j'avais revu. Il y avait en tout cas un papier qui discutait les cas de situation où le tableau clinique s'était installé depuis moins de 2 ans ou plus de 2 ans. Ici, on est vraiment dans quelque chose de très frais. Enfin, ceci dit, euh, c'est peut-être très frais, mais toutes ces structures sont extrêmement fragiles et donc rigides. Mais il y a des cas décrits de neurosarcoïdose avec diabète insipide et une disparition spontanée aussi de l'infiltration. Enfin, en 2 semaines, ça me semble, à moins qu'il ait eu un infiltrat avant qui ait disparu et que le diabète insipide persiste et que 2 semaines, c'est peut-être pas l'évaluation correcte de la patiente. Je ne sais pas. Mais c'est une possibilité, ça peut disparaître. Ça peut disparaître. Enfin, c'est plutôt exceptionnel, hein? Mais c'est vrai que ça peut disparaître. Ah, Monsieur Occam, vous avez rangé votre rasoir. Oui, mais quand on voit, je dirais, l'intensité de la captation des ganglions et de la rate, je pense que cette sarcoïdose, si c'est bien de ça dont on parle, est présente depuis déjà un certain temps. Et que si elle avait infiltré l'hypophyse, on le verrait, je pense. Donc, à mon sens, l'argument de la rapidité ne tient pas par rapport à l'intensité de l'atteinte ganglionnaire. OK. Semble montrer qu'il y a quand même Pour autant que, une existence préalable. OK. Pour autant que on reste dans une vue, je dirais, mécanistique. Voilà. Mais le Bien. PET scan n'est pas un examen fiable pour évaluer la situation au niveau du cerveau quand même. D'accord. C'est vrai. Et donc, mais ici, on a l'IRM, hein? OK, on a l'IRM. Oui. Voilà. Un autre article de la revue de médecine interne qui traite de 38 cas de neurosarcoïdose. Tous les patients ont été traités par corticothérapie avec une très bonne évolution, mais comme on le voit ici, dans les syndromes et les symptômes qui sont répertoriés, il n'y avait pas d'atteinte neuroendocrine. Si on s'intéresse, de manière alors un peu plus ciblée aux patients qui présentent un diabète insipide, central et une sarcoïdose, on a par exemple ce cas d'un patient de 38 ans, sarcoïdose avec atteinte pulmonaire, ganglionnaire et diabète insipide. L'IRM de l'hypophyse a dans ce cas chez ce patient en tout cas montré une infiltration hypothalamique. Il a été traité par, prednisolone durant 1 année et toujours bien sûr le traitement, substitutif par desmopressine. Il a très bien évolué au niveau pulmonaire. En revanche, la conclusion était que, la corticothérapie n'a pas permis de restaurer sa fonction hypophysaire. Le traitement par desmopressine a dû être, poursuivi ad vitam. Nouveau cas, nouvel article de diabète insipide central dû à une sarcoïdose.
ou en tout cas dans un contexte de sarcoïdose, patient de 40 ans avec de nouveau une atteinte pulmonaire, ganglionnaire et cette fois-ci une atteinte neuro-endocrinienne avec hypogonadisme et diabète insipide central. Dans ce cas-là, tout comme chez notre patiente, l'IRM de l'hypophyse n'a pas mis en évidence de lésions infiltratives. Traitement de nouveau par corticoïdes, durée totale du traitement de 2 ans avec aussi bonne évolution au niveau pulmonaire, mais traitement hormonal substitutif toujours nécessaire. À l'arrêt à l'arrêt de la corticothérapie après 2 ans, la desmopressine est restée nécessaire. Voilà, 2 petites choses qui m'ont aussi peut-être, interpellée, dans cet article-là. La prévalence des atteintes hypothalamo-hypophysaires dans les cas de neurosarcoïdose qui ne représentent que 2,5 de ces patients et parmi ces patients, seuls 10 des patients présentaient une IRM normale, une IRM de l'hypophyse normale. Oui, Voilà, mais donc ça veut dire 10% de 2,5%, c'est ça. il reste Plus plus grand grand-chose. monde. Donc, il reste Non. un quart de, un quart de pourcent. Donc, Mmh. ces situations-là ont l'air quand même d'être assez Extrêmement rare. exceptionnelles. Ouais. Oui. Voilà. Au vu de ces nouveaux éléments, de nouveau, est-ce qu'il faudrait traiter la sarcoïdose chez cette patiente? Ce que nous avons conclu en tout cas, c'est que, vu l'atteinte irréversible, ou du moins qui semble être irréversible, je n'ai trouvé aucun cas, clinique de sarcoïdose dont le traitement a permis de récupérer la fonction neuro-endocrinienne. Peut-être que ça m'a échappé, mais en tout cas, je n'en ai pas trouvé et donc nous avons décidé de bien sûr, substituer par desmopressine, mais de ne pas traiter par corticothérapie, de plutôt, réaliser un suivi médical et radiologique assez rapproché. Voilà, merci pour votre attention. OK. Alors, euh, bon, donc, finalement, ceci existe, Oui. mais c'est assez exceptionnel. Donc, alors, M. Ockham pourra continuer à dire, mais finalement, la fraction de pourcent, c'est peut-être aussi des coïncidences entre une sarcoïdose et un diabète insipide idiopathique. Oui, sans doute, mais je pense effectivement qu'ici, on n'a pas d'argument formel, vu l'absence d'atteinte d'organes, Ouais. on traiterait une imagerie et pas vraiment une évolution clinique particulière, pas de CRP, etc. Donc, un suivi, clairement, bien sûr. OK. Bon, on est d'accord de ne pas. On reste quand même un petit peu sur sa fin, quoi. Rester sur un quart de pourcent. Donc, c'est vrai. Olivier, peut-être. Olivier, commentaire complémentaire? Je pense que la discussion a été faite en profondeur et est assez convaincante. La question, c'est est-ce qu'une atteinte hypophysaire ou hypothalamique ou hypothalamo-hypophysaire, dans ce cadre aussi un diabète insipide, est-ce qu'elle est considérée comme atteinte neurologique? Je pense que ça a été discuté. La réponse est plutôt négative. Euh, sur le plan du diagnostic de la sarcoïdose, je crois qu'il ne faut pas le remettre en question. Alors, c'est jamais qu'un diagnostic statistique, hein. Il n'y a pas de test, je dirais, de certitude dans la sarcoïdose. C'est toujours un faisceau d'arguments qui pousse finalement au diagnostic. Mais ici, je pense qu'on a suffisamment d'arguments pour accepter ce diagnostic. Et quant au traitement, c'est vrai que les quatre indications, c'est l'atteinte neurologique clinique, donc des nerfs, soit de périphériques, soit de centraux. C'est l'atteinte fonctionnelle pulmonaire. C'est l'atteinte cardiaque, soit des voies de conduction, soit du myocarde lui-même par infiltration. Et enfin, c'est l'atteinte ophtalmologique. Et ici, on n'est pas dans cette situation, donc je pense qu'il ne faut pas traiter pour l'instant cette patiente. Ou éventuellement Voilà. l'atteinte Moi, je vous donne mon rénale. avis sur le plan vraiment pneumologique. Euh, voilà. OK. Je vais dans le sens de la discussion qui a été faite. Ben, oui, moi aussi, je vais dans ce sens-là. Néanmoins, je restais un peu sur ma faim de cette absence, d'imagerie. Disant, bon, est-ce qu'il n'y a pas un pion manquant, hein, comme l'échec EMAT, quel était le pion manquant de la Ouais. semaine passée? Et donc, je voulais partager avec vous quelque chose que vous verrez si vous le trouvez aussi passionnant que j'ai trouvé passionnant.
Donc, en fait, l'histoire du diabète insipide central, une partie importante de l'histoire, c'est 1993, où dans New England, on décrit une neurohypophysite lymphocytaire, 17 patients avec un diabète insipide dit idiopathique. 100% des cas, il y avait la perte de ce signal hyper intense d'un neurohypophyse qu'on vous a mentionné. 9 sur 17, il y avait un épaississement de la tige ou une augmentation du volume de la neurohypophyse. Mais 8 sur 17 avaient une tige normale. Bon, ça, c'est déjà un point intéressant. 2 sur 17 avaient une hyperprolactinémie modérée. C'est un peu le cas d'ailleurs chez notre patient. Donc, tout ce qui était hypophyse antérieure, c'était normal, pardon. Mais il y avait quand même une prolactine discrètement élevée. 9 sur 17 avaient quand même, dans cette série ici, une mauvaise réponse à l'hypoglycémie en ce qui concerne la stimulation de l'hormone de croissance. 2 patients ont une biopsie qui montrait une infiltration lymphocytaire, surtout T et plasmocytaire, dans le contexte de cette hypophysite particulière. Et donc voilà ici l'infiltrant en question. Alors de 93 à 95, il y a une série de papiers, vous verrez que ce sont tous des papiers japonais, à propos de quelque chose que je ne connaissais pas, qui est la raphiline 3A. Et donc, raphiline 3A, qui se retrouve précisément au niveau du cerveau et plus particulièrement dans les zones qui concernent quelque part la sécrétion des hormones hypophysaires. Et puis voilà, puis, ouais, ça fait près de 30 ans, hein, et puis il y a un grand gap. On ne parle plus de ce truc-là. En fait, cette raphiline 3A est un régulateur du trafic des vésicules synaptiques. Et je vous ai repris ici la phrase qui me paraissait la plus pertinente dans ce qu'on est en train de discuter. Cette raphiline 3A est impliquée dans tous les processus à la fois d'exocytose et d'ensocytose. Et donc, pour rappel, la vasopressine se retrouve stockée dans le réticulum endoplasmique des cellules des 2 noyaux principaux au niveau hypothalamique. Et puis à un moment donné, bon, et puis après, elle passe dans la neurohypophyse, et puis elle est prête à être directement sécrétée lorsqu'il faut. Donc, cette raphiline 3A pourrait être impliquée dans ce processus d'exocytose. Et donc, vous voyez là, on était en 95, on se retrouve 20 ans plus tard, 2015. La raphiline 3A fonctionnerait comme un auto-antigène dans cette neurohypophysite lymphocytaire. Et on détecte des anticorps anti-raphiline 3A chez 76% des patients atteints de ce diabète insipide lié à cette atteinte inflammatoire hypophysaire. Les anticorps sont absents chez des patients qui présentent des diabètes insipides, mais avec des masses identifiées. Donc, on se retrouve dans quelque chose qui, entre guillemets, se rapproche de l'idiopathique. Bon, sauf qu'on montre dans les cas biopsiés qu'il s'agit bien de cette atteinte lymphocytaire. Et on retrouve l'expression de raphiline 3A dans les neurones à vasopressine de l'hypophyse postérieure et de l'hypothalamus, mais pas dans l'hypophyse antérieure. Vous voyez ici les différents groupes qu'ils ont analysés. Donc, en gris clair, ce sont les cas où on a trouvé des anticorps anti-raphiline 3A, et en kaki, là, on n'en a pas trouvé. Donc, dans les 4 cas qui ont été biopsiés, il y avait ces anticorps qui étaient présents.
Euh, dans des syndromes cliniques avec diabète insipide, on va dire, ou venant, ben, la grande majorité avait effectivement ces anticorps. Dans d'autres maladies auto-immunes sans diabète insipide, on voit que dans des maladies auto-immunes, lupus, etc., bon, on trouve un petit pourcentage de cas où il y a ces anticorps, mais sans manifestation clinique. Les contrôles sains, relativement peu. Et dans le diabète insipide dit idiopathique, on en trouve quand même un tiers. Et donc, il existe des anticorps dirigés contre cet antigène raphiline 3A impliqué dans les phénomènes d'exocytose et en particulier liés à l'exocytose des granules de vasopressine. À ce stade-ci, on ne sait pas dire si ces anticorps sont fonctionnels. Est-ce qu'il s'agit d'anticorps bloquant tout le mécanisme sécrétoire, ou bien on a quelque chose de destructeur, d'auto-immun destructeur au niveau de ces cellules qui révèle l'antigène dans le cas de la destruction et secondairement la fabrication d'anticorps avec un antigène qui a été dévoilé par le processus inflammatoire. Personnellement, le fait d'en trouver à la fois chez des patients qui ont des diabètes insipides idiopathiques, chez des contrôles sains et dans des maladies auto-immunes, montre quand même qu'on peut avoir ces anticorps en l'absence de destruction. Et donc, l'hypothèse qui pourrait être fonctionnelle reste pour moi une hypothèse valide, même si on n'a pas à ce stade de démonstration de cela. Or, en sarcoïdose, j'ai dit que ce n'est pas auto-inflammatoire. Bon, on pense essentiellement granulome, mais une réponse plutôt TH1. Enfin, c'est quand même un peu plus que ça. Vous savez qu'on peut avoir un petit peu d'éosinophile dans la sarcoïdose. Donc, dire que c'est strictement TH1, ce n'est pas tout à fait correct. Ça peut être un petit peu TH2. Et dans ce papier de Frontiers, on insiste sur tous les éléments en faveur quand même de phénomènes auto-immunitaires. Et donc là, on se retrouvait plutôt du côté B que du côté T chez des patients avec sarcoïdose. Il est assez courant d'ailleurs de voir des patients qui ont une sarcoïdose et de trouver des facteurs antinucléaires, par exemple. Ils ont une hypergamma-globulinémie polyclonale qui témoigne quand même d'une stimulation B. Donc tout n'est pas T dans cette affaire. Et donc dans ce papier récent, donc vous voyez que on commence un petit peu au cours de ces 3-4 dernières années, au Japon, là, on commence un peu à s'exciter avec cette affaire-là. Et donc, dans ce papier-là, on reprend le profil d'anticorps dans la sarcoïdose et dans le background de leur papier, ben, voilà, ils mentionnent un peu ce que je viens de dire. Il y a une hypergamma polyclonale probablement due à une stimulation non spécifique des B. Il y a une incidence élevée d'auto-anticorps chez les patients atteints de sarcoïdose, en particulier des uvéites et des thyroïdites auto-immunes. On retrouve des maladies auto-immunes associées comme le lupus, la sclérodermie, Sjögren. Et donc se pose la question d'ailleurs, est-ce que ces auto-anticorps qui ciblent des auto-antigènes, est-ce qu'ils pourraient jouer un rôle dans l'atteinte des organes extrapulmonaires dans la sarcoïdose? Et donc que cette atteinte extrapulmonaire ne soit pas uniquement due à des phénomènes de masse, des phénomènes anatomiques. Un des exemples, c'est des neuropathies des petites fibres. On a des neuropathies des petites fibres où il n'y a rien comme masse, et il y a néanmoins des neuropathies qui peuvent être extrêmement invalidantes avec la dysautonomie. Et donc, si effectivement il y a un rôle pour l'immunité humorale dans la pathogénèse de la sarcoïdose, eh bien, on pourra en déduire qu'il pourrait y avoir une nouvelle cible thérapeutique dans cette maladie, dans des situations qui s'avéraient réfractaires et où on peut impliquer des auto-anticorps. Ah. Alors, ça, c'était le background. Donc, dans leur papier, ben, bon, ils ont étudié une très grande cohorte de patients. Donc, on voit qu'il y a des taux d'IgM et d'IgG, en particulier des auto-anticorps, IgG, IgM
à des taux plus élevés que chez des contrôles normaux. Euh, et donc, il termine en disant, mais voilà, quoi, il faut qu'on s'intéresse à ce sujet. Et donc, on s'intéresse à ce sujet. Et voilà les anticorps anti-raphiline 3A qui reviennent. Et voilà un cas de sarcoïdose pulmonaire associé à dans ce cas-ci à une panhypophysite, et donc il n'y avait pas uniquement l'atteinte de diabète insipide, mais également une atteinte de l'hypophyse antérieure associée à des anticorps anti-raphiline 3A. Voilà une étude portant sur 15 patients consécutifs qui présentent un diabète insipide central dans un seul centre. Ils se sont attachés un petit peu à voir un peu le détail de ces 15 patients qui avaient tous des anticorps anti-raphiline 3A. Il y a 2 patients avec une sarcoïdose et j'ai surligné le patient qui est le cousin de la patiente qu'on nous a présentée. Un homme de 26 ans, pas d'atteinte de l'hypophyse antérieure, pas d'insuffisance surrénalienne, pas d'hyperprolactinémie. La résonance magnétique est normale, y compris la tige pituitaire. Et d'ailleurs, le diamètre de sa tige pituitaire est normal. Il avait une sarcoïdose. Et donc, ceci quand même est pour le moins interpellant. Donc, si on parvient à avoir le dosage des anticorps anti machin là, un petit voyage au Japon pour aller le faire doser, ce sera à ce moment-là le deuxième cas. Mais alors se pose le problème de savoir si effectivement ces anticorps sont des anticorps bloquants, alors du rituximab pourrait éventuellement avoir sa place. Et donc, on pourrait traiter la malade proximalement et pas uniquement fonctionnellement. Passionnant, non? Ce dosage est un rêve ou une réalité? Ah non, 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 ça se dose. Mais, Non, mais non, non. Mais dans le cas Ah, présent, non, attends. Ah non, désolé, non. Écoute, quand on m'a présenté le cas là, il y a 2 jours, oui, on n'a pas encore eu le temps d'aller au Japon, etc. Donc, j'ai demandé au LUB s'il savait qui le faisait, mais effectivement, quand on voit tous ces articles, c'est tous des articles japonais, quoi. Et donc, Brigitte, Oui, c'est ça qui est interpellant parce que ça n'est pas repris non. dans des autres centres de référence où on s'occupe beaucoup de diabète insipide. Maintenant, c'est une hypothèse tout à fait attractive et il y aurait 3 formes alors de diabète insipide, celle avec la neurosarcoïdose et l'infiltrat, celle avec la neurohypophysite parce que ça a été décrit. Moi, personnellement, j'ai eu un patient qui a fait une neurohypophysite après une évolution vers une neurosarcoïdose infiltrative. Et le troisième cas où l'IRM est tout à fait négatif et où éventuellement des phénomènes auto-humains pourraient jouer un rôle. Mais bon, reste à prouver et tu es dans une maladie extrêmement rare, hein. Donc, il faudrait voir. Mais ceci dit, on peut reconstituer la belle histoire. En reprenant ce que disait Mathieu, on se trouve ici devant une situation qui a débuté, même si les ganglions existaient avant. Mais donc, tu peux imaginer que dans le cas de la stimulation B, à un moment donné, apparaît cet anticorps. OK? Il se fixe, il ne détruit encore rien. Et éventuellement que dans d'autres cas de sarcoïdose qu'on ne parvient pas à guérir, le processus continue et que l'anticorps pourrait non seulement être bloquant, mais éventuellement être agressif et provoquer de la destruction. Et à ce moment-là, on ne récupère plus rien. Donc, on pourrait se retrouver ici dans une situation physiopathologiquement idéale pour avoir un traitement à ce moment-là spécifique. Oui, parce Il que suffira de demander de transférer la patiente à Delta, on s'en occupe. Ouais. La patiente n'est pas japonaise. Oui, alors l'autre cas, c'est peut-être uniquement des Japonais qui ont ce genre de truc, quoi. Maintenant, ceci dit, alors c'est vrai, on se méfie toujours quand il y a une seule équipe qui a publié un seul truc, mais enfin ici, c'est plusieurs équipes, hein. Donc il y a quand même et un faisceau de papier. Donc je pense que ceci, ça existe. Voilà. Je pense que ça existe. Il y a trop de
il y a trop de papier, non? Quoi, tu doutes encore, Brigitte? Oui, 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 moi je doute encore, oui, mais bon, on sait que les diabètes insipides réagissent très mal aux Ouais. corticostéroïdes, peut-être parce que c'est pas ciblé, que les anti-CD20 sont évidemment beaucoup plus ciblés contre l'auto-immunité que tu décris. Reste à le prouver, parce que Oh. aucun de ces... Je dis toujours que la meilleure des hypothèses n'a aucune valeur de preuve, ce que ne font pas les médecins qui pratiquent des médecines parallèles. Et c'est bien dommage, parce que des bonnes hypothèses, on en a tout le temps, et bon, et ça se confirme une fois sur 10. Donc, les chercheurs qui, chaque fois qu'il y a une bonne hypothèse, ils ont raison, ben cela, il y a une valeur prédictive de fraude importante. OK. Olivier, après cette deuxième chute, bien, mais dans ce cas-là, merci à tous. Merci pour ta très bien présenté le cas. Merci à Brigitte et à la semaine prochaine.